Latte. Christophe Ondelatte. Je ne vous ai jamais raconté d'histoire qui ressemble à celle-là. Le meurtre d'Eva Pudu en 2016 dans la région de Bordeaux. Tous les protagonistes de cette affaire se sont rencontrés sur Internet au cours de jeux en ligne. La victime et son assassin ont 18 ans à peine. C'est un crime passionnel commis dans la confusion de la fin de l'adolescence. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Pour débuter cette histoire, je vous demande de partager un cauchemar. Celui de Vincent. On est en 2016, Vincent est au téléphone avec sa petite amie Eva. Ça fait pas très longtemps qu'ils se connaissent. Et ils ne se voient pas beaucoup puisqu'Eva, qui a 18 ans, fait sa terminale dans un lycée de Bordeaux. Et elle habite Ison entre Libourne et Bordeaux. Et lui, Vincent, habite Saint-Étienne, 570 kilomètres les séparant. Et le cauchemar, c'est maintenant. Le mercredi 7 septembre 2016, Vincent donc est au téléphone avec Eva. Je suis sur la route. Je vais faire des courses. Tu vas à pied? Ouais, ça va, c'est pas trop loin. Eva? Eva, qu'est-ce qui s'est passé? Eva? Ça a coupé. Ça a coupé juste après ce gros boum. À l'autre bout de la ligne, Eva Pudu, vient de se faire renverser par une voiture. Son corps a été projeté à près de 15 mètres. Et le chauffard qui l'a fauché sur le bord de la route, il s'est enfui? Eh bien, pas du tout. À 14h44 précisément, il appelle les gendarmes. Voilà, je viens de renverser une jeune fille sur la route, au niveau d'Ison. Il faudrait que vous envoyiez des secours. Vous ne bougez pas, monsieur. Vous ne raccrochez surtout pas. Je vous passe le centre de régulation du SAMU. SAMU, bonjour. Et là, normalement, le gendarme, qui a fait son job, raccroche. Mais il ne raccroche pas, un peu par hasard. Et il entend au téléphone le jeune chauffard parler avec le médecin du SAMU. Et ça donne ça. Vous ne l'aviez pas vu? Si. Donc c'était fait sciemment en fait. Oui, sciemment. Vous la connaissiez cette personne? Oui. Pardon? Oui, je la connaissais. Vous connaissez son identité? Vous pouvez me donner son nom? Eva Pudu. Elle vous parle? Elle est où, là? Elle est morte. Le gendarme qui entend cette conversation avec le médecin du SAMU n'en croit pas ses oreilles. Le chauffard dit s'appeler Jérémy. Et il vient de raconter avec une froideur incroyable qu'il a tué Eva volontairement. Le type vient de s'accuser d'un meurtre auprès du médecin du SAMU. Se croyait-il couvert par le secret médical? Allez savoir. En attendant, le SAMU a fait partir une ambulance et prévenu aussi la police municipale d'Ison. Ce sont eux, les municipaux, qui arrivent les premiers sur place. Et ils découvrent une situation dantesque. Le cauchemar continue. La bagnole a percuté un muret à la sortie d'une courbe. Elle est fracassée contre le muret. Et au milieu d'un jardin voisin, il y a le corps d'Eva Pudu qui baigne dans une énorme flaque de sang. Et le conducteur, qui dit donc s'appeler Jérémy, est là, indemne. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Vous pouvez nous raconter? Oui, j'ai foncé sur elle. C'était ma petite amie, je voulais la tuer. Je dois aller en prison. Emmenez-moi en prison. Ça n'arrive pas tous les jours, ça, je peux vous le dire.
Un type qui s'accuse d'un meurtre et qui demande qu'on l'emmène en prison. Pendant ce temps-là, le SAMU fait tout ce qu'il peut pour tenter de ranimer Eva, qui, a priori, a de grosses lésions à la tête. C'est peine perdue. Elle est morte. Quand les gendarmes arrivent à leur tour, Jérémy leur répète presque mot pour mot ce qu'il a déjà dit au SAMU et aux policiers municipaux. J'ai foncé sur elle. Je voulais la tuer. Emmenez-moi en prison. Les gendarmes, naturellement, lui passent les pinces, le collent dans leur voiture et le ramènent à la gendarmerie où il est placé en garde à vue. D'abord, petit passage par le fichier. Le gamin a 18 ans. Il habite chez sa mère à Ison, inconnu des services de police. Bon, jeune homme, est-ce que vous pouvez me raconter d'abord quels étaient vos liens avec Eva Pudu ? Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était votre petite amie. Vous confirmez ça ? Oui, c'était ma petite amie depuis quelques semaines. En fait, c'est ma mère qui l'a logée. Elle habitait chez nous pendant sa terminale. Et avant, elle sortait avec un mec qui s'appelait Kylian. C'est un bon copain à moi. C'est pour lui qu'Eva, qui habitait Nice, était venue faire sa terminale à Bordeaux. Et quand ils se sont séparés, avec Eva, comme on habitait à la maison, on s'est rapprochés, quoi. Et elle a quitté Kylian pour moi. Voilà. Mais vous vous êtes rencontrés comment ? Tous les trois, mademoiselle Pudu, Kylian, comme vous l'appelez, et vous. Bah, on est tous les trois des gamers. C'est comme ça qu'on s'est connus. Gamers, ça veut dire quoi ? Vous jouez aux jeux électroniques ? Pas électronique, vidéo. Jeux vidéo, en ligne. D'accord. Vous vous êtes connus donc par les jeux vidéo. Oui. Vous savez, quand on joue à plusieurs, à côté, on chatte. Vous chattez. Ben oui, on se parle, quoi. D'accord. Et c'est comme ça que vous avez connu, donc, Kylian, hein ? Et c'est comme ça que vous avez connu Eva. Oui, voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez volontairement tué cette jeune fille, jeune homme ? J'en avais marre, c'est tout. Pour l'instant, on se contentera de cette explication qui n'en est pas une. C'est compliqué, hein ? Le début de cette histoire. Un garçon qui s'appelle Jérémy, qui tue sa petite amie Eva, laquelle est venue s'installer à Bordeaux pour un garçon qui s'appelle Kylian. Va falloir dénouer ce sac de nœuds. Et c'est ce à quoi s'attellent les gendarmes. Eva, donc, habitait Nice. Et comme beaucoup d'ados de sa génération, elle était gameuse. C'est-à-dire qu'elle jouait aux jeux vidéo en ligne, dès qu'elle avait du temps libre. Et en ligne, elle jouait notamment avec Kylian, qui habitait Bordeaux. Et l'année dernière, elle est tombée virtuellement amoureuse de lui. Elle ne l'avait jamais vu, mais elle l'aimait. Alors ils ont commencé à s'échanger des photos. Et comme ils se plaisaient, l'été dernier, ils ont décidé de se rencontrer. Eva est venue voir son Kylian chéri à Bordeaux. 2 petites semaines. Et quand elle est rentrée à Nice, « Maman, Kylian, je suis trop amoureuse de lui. Maman, j'aimerais bien aller faire ma terminale là-bas à Bordeaux. Tu serais d'accord ? Mais enfin, ma chérie, tu l'as vu que 2 semaines. Tu le connais pas ? Mais si, je le connais. Mais non, tu le connais pas. S'il te plaît, maman. Les parents, naturellement, sont inquiets. Elle a 18 ans, elle est majeure. Mais cette histoire d'amour leur paraît un peu précipitée. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour la freiner. Mais l'amour a ses raisons que la raison ignore. Et donc les parents craquent. Il faut bien laisser l'oiseau s'envoler du nid. Bon, d'accord.
Tu vas aller t'installer à Bordeaux à la rentrée prochaine. Mais attention, tu seras interne. Hein, tu vas pas aller vivre chez ce Kylian, là. Hein, tu vas pas planter ton bac. Je t'ai inscrit à l'internat. Et donc, à la rentrée dernière, les parents ont laissé partir Eva et son cœur d'artichaut à Bordeaux. Ils ne la reverront que dans un cercueil. Et Jérémy, alors, Jérémy qui a foncé sur Eva avec sa voiture pour la tuer. Quelle est sa place dans tout ça ? Bon, voilà ce que j'ai pu apprendre pour l'instant. L'histoire d'amour avec le jeune Kylian, en vérité, n'a pas duré. Elle s'est arrêtée assez vite. Bon, normal, elle a rencontré quelqu'un sur un chat, bref. Entre-temps, donc, Kylian avait présenté Eva à son copain Jérémy. Du coup, comme chez la mère de Jérémy, il y avait une chambre de libre, la gamine est venue s'installer chez lui. Attends, mais Jérémy... c'est devenu son petit copain, hein, Eva Pudu, à ce moment-là ? Non, au début, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils étaient juste amis. Mais donc, effectivement, après, ils sont sortis ensemble. Mais attends, hein, ça n'a pas duré non plus. Ils avaient décidé de se séparer, hein, récemment. Alors, qu'est-ce que les gendarmes découvrent sur ce Jérémy qui a donc tué Eva volontairement, d'après ce qu'il dit ? Alors que, semble-t-il, il n'était plus son petit copain. Bon, alors, l'année dernière, il était en terminale. C'était, semble-t-il, un bon élève, ce gamin. L'un des meilleurs élèves de sa classe. Mais il s'est passé quelque chose. Bref, à un moment donné, l'année dernière, il a arrêté le lycée en pleine année scolaire. On sait ce qui s'est passé. Son père est mort. Mort de quoi ? D'une crise cardiaque. Mais il semble que lui a toujours pensé que c'était un suicide. C'est-à-dire que ses parents venaient de divorcer, que lui, il avait, semble-t-il, incité sa mère à quitter son père, et que donc quand le père est mort, lui, il est resté convaincu que le père s'était donné la mort et qu'il avait une responsabilité là-dedans. Il s'est mis à culpabiliser en quelque sorte, donc il a commencé à dégoiser. Mais dégoiser comment ? Eh bien d'abord, bon, il a arrêté le lycée, comme je te l'ai dit. Ses amis disent qu'il s'est replié sur lui-même, qu'il s'est mis à passer ses journées dans sa chambre, à jouer aux jeux vidéo. Du matin jusqu'au soir, il parle de 14 heures de jeux vidéo par jour. Hein. Et donc même la nuit. Et ses copains disent qu'il n'y avait plus que ça qui l'intéressait, quoi. Et lui, Jérémy, alors, qu'est-ce qu'il en dit de tout ça ? Lui qui spontanément a avoué et même revendiqué le meurtre d'Eva. Asseyez-vous bien, rebondissement à venir. En vérité, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que j'avais fait exprès de foncer sur Eva, en fait, ça n'est pas vrai. J'étais pas bien, et je voulais mourir. Je voulais aller me mettre à un passage à niveau pour me faire taper par un train. Je voulais en finir, quoi. Et voilà, j'allais vers la voie ferrée, je roulais trop vite. Et là, j'ai vu Eva sur le bord de la route. Et j'ai pas pu maîtriser la voiture, j'ai pas pu l'éviter. Je l'ai tapé, mais je voulais pas. Je voulais pas. Ça, les gendarmes ont du mal à le croire. Parce que la probabilité qu'un automobiliste qui perd le contrôle de sa voiture percute sur le bord de la route son ex-petit ami est nulle. Nulle. Ça ne tient pas debout. Il a réfléchi. Il s'est dit que par ses aveux, il s'était mis dans de beaux draps et il fait marche arrière. Voilà tout. Jeune homme, j'entends ce que vous dites, mais quand même, je vous rappelle que 3 fois, une fois au médecin du SAMU,
une fois devant le policier municipal et une autre fois devant nous. Vous avez dit spontanément, sans qu'on vous pose de questions, j'ai foncé sur elle, je voulais la tuer. Et vous avez même ajouté, emmenez-moi en prison. Et nous, on a tendance à croire que vos aveux spontanés pèsent plus lourd que la marche arrière que vous faites maintenant. Mais je venais d'avoir un accident. Vous avez vu la voiture, elle était complètement pliée. J'avais pas toute ma tête. J'ai dit n'importe quoi, j'étais en état de choc. Ça, en revanche, ça tient un peu. Même si la probabilité est toujours nulle que dans un accident, il tue son ex-petit ami. Vous savez, ça n'était pas la première fois que je voulais me suicider. Il y a un mois, j'ai déjà essayé. Je voulais me jeter sous un train. Et d'ailleurs, c'est des collègues à vous, des gendarmes, qui m'ont vu, qui m'ont sorti de la voie ferrée. Vous pouvez leur demander, Et après, ma mère, elle m'a mis à l'hôpital psychiatrique pendant 5 jours. Ça aussi, vous pouvez le vérifier, Les gendarmes vérifient, et c'est vrai. Jérémy a bien des antécédents suicidaires. Mais on bute toujours sur cette histoire de probabilité. Jérémy est toujours en garde à vue dans la région de Bordeaux. Quant à l'autre bout de la France, les gendarmes de Saint-Étienne reçoivent un appel d'un certain Vincent. Voilà, j'habite à Saint-Étienne et j'ai des choses à dire sur un meurtre qui a eu lieu dans la région de Bordeaux. Je ne savais pas qui appelait là-bas, alors je vous appelle vous. La victime, c'est une amie. Elle s'appelait Eva Pudu. Et alors j'étais avec elle au téléphone quand elle a été tuée. Elle a été fauchée par une voiture, je crois. Et j'ai entendu le boom dans mon téléphone. Les gendarmes de Saint-Étienne préviennent tout de suite leurs collègues de Bordeaux, qui interrogent immédiatement ce Vincent. J'étais avec elle au téléphone, et juste avant l'accident, elle venait de me dire qu'elle avait décidé de partir de Bordeaux, et même qu'elle regrettait d'être allée à Bordeaux, et qu'elle allait rentrer chez elle à Nice, pour finir sa terminale là-bas. Pardon, monsieur, mais vous la connaissiez comment, Eva Pudu, puisque vous habitez à Saint-Étienne? Par les jeux vidéo en ligne. Donc, elle vous a dit qu'elle voulait quitter Bordeaux pour rentrer à Nice, et après vous avez entendu le choc au téléphone. Et ensuite, le garçon qui a provoqué l'accident, Jérémy, il m'a appelé. Il vous a appelé. Parce que vous le connaissiez aussi, vous, ce Jérémy. Oui, par les jeux vidéo, toujours. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Jérémy? Justement, c'est ça qui est important. Il m'a dit, t'imagines pas ce que je viens de faire, elle est morte, je l'ai tuée, et je l'ai fait exprès. Ah ben voilà, Jérémy pourra toujours dire que là aussi, il était sous le choc. Mais comment le croire? Il y a quelque chose que je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi est-ce qu'il vous appelle vous pour vous dire « je l'ai tué, je l'ai fait exprès » on se connaît bien avec Jérémy. D'abord, on s'est rencontrés en jouant en ligne et on a bien accroché. Et du coup, il est venu passer une semaine chez moi, à Saint-Étienne. Et du coup, comme il avait des problèmes avec son père qui s'était suicidé, je sais pas si vous êtes au courant, tout ça, je suis devenu un peu son confident. Et Eva Pudu alors, vous la connaissiez comment?
c'est Jérémy qui me l'a présenté. Et après, comment dire, je suis tombé amoureux d'elle. Et elle venait passer des week-ends chez moi à Saint-Étienne. On était ensemble, quoi. Des amours 2.0 multipliés par 3 garçons. Eva sort avec Kylian, puis Eva sort avec Jérémy, puis Eva sort avec Vincent. Et je vous en prie, n'allez pas dire qu'Eva est une Marie couche-toi là. 18 ans, 3 garçons en quelques mois. On n'est pas dans un lupanar de la rue Saint-Denis. C'est la vie ordinaire de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Un coup par-ci, un coup par-là. Il n'y a pas de mal à ça. Revenons à nos affaires. Eva quitte Jérémy et se jette dans les bras de Vincent. Jérémy est fragile, il n'est pas bien dans ses baskets depuis la mort de son père. Il est jaloux, il tue Eva. A priori, c'est le scénario du crime. Sauf que c'est pas si simple, car Vincent n'a pas encore tout dit. Jérémy, franchement, je crois qu'il était amoureux de moi, en fait. Il me harcelait pas mal, Du coup, à un moment, je lui dis stop, quoi. Stop, on arrête de se parler. On arrête de se voir. Ah, ça, c'est une autre limonade. C'est un autre scénario. Jérémy tue Eva parce qu'elle lui a volé Vincent. Et lui, Jérémy, est-ce qu'il confirme qu'il est gay ? Est-ce qu'il confirme qu'il était amoureux de Vincent ? Il reconnaît qu'il se cherche, qu'il est attaché à Vincent, mais il rappelle qu'il a couché avec Eva. Et surtout, il ne démord pas de son scénario, c'était un accident. Et on a de plus en plus de mal à le croire. Les gendarmes décident alors de perquisitionner la chambre de Jérémy chez sa mère. Bon, on ramasse en priorité ordinateur, téléphone et console de jeu. Et on envoie tout ça au labo. Sacré boulot pour les experts informatiques. Parce qu'il s'agit de décortiquer des milliers et des milliers de messages, des milliers de conversations entre les 4 protagonistes de cette histoire. Eva, Kylian, Jérémy et Vincent. Bon, alors regarde. J'ai trouvé une conversation entre Jérémy et Vincent la veille du drame. Donc c'est une conversation qui dure quand même jusqu'à 2h du matin. Alors regarde là. Jérémy dit à Vincent, « Je tiens beaucoup à toi, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble. » Et là, réponse de Vincent, « Faut que tu te détaches de moi, pas à 100%, mais que tu me lâches de temps en temps. » Réponse de Jérémy. Oui, mais toi, tu te détaches de moi à 100%. Réponse de Vincent. Arrête tes obsessions, stop tes messages, stop cette folie que tu as pour moi. Et là donc Jérémy répond, tu vas le regretter, il va se passer quelque chose de terrible. Et là Vincent lui dit, tu veux te foutre en l'air ? Point d'interrogation. Réponse de Jérémy, t'inquiète pas, cette fois-ci ce sera pas moi. Je crois que c'est clair, non ? Le lendemain matin, toujours sur cette messagerie, Jérémy écrit à Vincent. Tu vas voir à quel point tenir à quelqu'un qui s'en branle de l'autre comme toi tu t'en branles de moi peut rendre fou. Et Vincent lui répond, t'es vraiment fou, qu'est-ce que tu vas faire ? Du terrorisme ? Point d'interrogation. Me tuer ? Point d'interrogation. Réponse de Jérémy, t'inquiète. Ça paraît clair. Jérémy a tué Eva parce qu'elle était avec Vincent, dont il était raide dingue. Ça serait donc un crime passionnel qui s'est échafaudé dans un monde virtuel.
Un monde dans lequel on se parle sans se voir, et dans lequel Jérémie s'était enfermé. Mais quoi qu'il en soit, en droit, a priori c'est un assassinat. Et c'est d'ailleurs sous cette qualification de meurtre avec préméditation que le juge d'instruction met Jérémie en examen. Jérémie qui lui répète devant le juge ce qu'il dira désormais à chaque fois qu'on lui posera la question. J'allais trop vite. Je voulais en finir. C'est par hasard que j'ai tué Eva. Je ne voulais pas la tuer. À partir de là, face aux dénégations de Jérémie, le juge a besoin de biscuits, il a besoin de preuves. Alors, il sollicite un expert en accident, l'un des meilleurs. Ses conclusions sont un tremblement de terre dans cette enquête. Pour moi, monsieur le juge, il s'agit d'un accident de la route. Rien de plus. Et absolument pas d'un acte criminel. Un accident de la route. Expliquez. Oui, parce que le point d'impact entre la voiture et la victime se trouve à la sortie d'une courbe. Et donc le chauffeur ne pouvait pas voir la jeune fille. Sur une ligne droite, il aurait pu la voir. Mais dans un virage, c'est impossible. On a posé tous les scénarios, c'est impossible. Il ne peut pas la voir. Et donc il ne peut pas la viser, si vous voulez. Bon, d'accord. On a une idée de la vitesse de la voiture de Jérémie au moment de l'impact ? Oui, on a une idée même très précise. 106 km/h. Vous avez tout compris. L'expert conclut que sur cette route étroite et sinueuse, Jérémie n'était pas en capacité de réagir pour éviter quelqu'un qui marchait sur le bord de la chaussée. Il s'agirait donc d'un accident. Le rapport ne laisse aucune place au doute. Sacré retournement. Sauf que le juge a toujours dans la tête cette histoire de probabilité. La probabilité que Jérémie, amoureux de Vincent, jaloux d'Eva, et tué Eva par accident n'existe pas. Ou alors elle est de 1 sur 1 milliard. Autrement dit, 0. Alors, le juge commande une deuxième expertise à un autre expert en accident. Et le résultat est terrifiant pour le métier d'expert. Nous avons pu établir que le véhicule roulait au moment de l'impact à environ 50 km/h. Et que dans ces conditions, il était parfaitement possible au conducteur d'éviter la personne qui marchait sur le bord de la route. Sachant que par ailleurs, on a trouvé sur les lieux de l'accident, selon le rapport des gendarmes, aucune trace de freinage. Donc pour moi, le conducteur n'a pas du tout perdu le contrôle de son véhicule. Pour moi, il a délibérément dévié sa trajectoire pour heurter la jeune femme. Ah ! L'expertise. Science molle. En mars 2020, la chambre d'instruction confirme le renvoi de Jérémie devant la cour d'assises de Gironde pour assassinat. On peut déjà anticiper que ses avocats se baseront sur le rapport du premier expert pour défendre que c'est un accident, et que l'accusation se basera sur le rapport du deuxième expert pour dire que c'est un meurtre, que le meilleur gagne. Le procès de Jérémie s'ouvre en février 2021 devant la cour d'assises de Bordeaux. Et moi, j'en profite pour faire une mise au point. Je ne vous ai pas donné le nom de Jérémie. Et je ne vous le donnerai pas. Certes, il est majeur, mais juste majeur. 18 ans. S'il est condamné, il sortira de prison à quoi ? 30 ans. Il aura une vie à reconstruire.
même si j'entends qu'Eva ne pourra pas reconstruire la sienne. Laissons-lui une chance, celle de l'anonymat. Vous pourrez me crier dessus très fort, je ne changerai pas d'avis. Le procès, donc. Jérémy, le teint pâle, mais la voix claire, répète ce qu'il dit depuis le début. C'est ma mort à moi que je voulais. Je n'ai jamais voulu la mort d'Eva. Je voulais la mienne, pour ne plus souffrir. Non, monsieur, non. Puisque vous avez appelé votre ami Vincent juste après ce que vous appelez un accident, pour vous en vanter. Et puis le président fait remarquer que Jérémy est pompier volontaire, et qu'il n'a pas du tout cherché à secourir Eva. Mais j'étais dans un état de sidération. Ça existe. J'ai vu ça dans des reportages. Sauf que l'avocat général demande à ce qu'on diffuse la conversation avec le médecin du SAMU, qui a bien sûr été enregistrée. Vous ne l'aviez pas vu? Si. C'était fait sciemment, en fait, donc. Oui, sciemment. Je peux vous dire que ça fait son petit effet. Parce que dans cette conversation, Jérémy a l'air d'avoir tous ses esprits. Il n'a pas du tout l'air d'être en état de sidération. Finalement, les contradictions entre experts en accident ne pèsent pas du tout sur le débat. Ils s'annulent, en quelque sorte. L'avocat général réclame pour Jérémy entre 20 ans et 25 ans de prison. Et maintenant, que peut dire un avocat de la défense face à la démonstration implacable de l'accusation? Pourquoi ce gamin qui n'a jamais fait parler de lui et qui a gentiment accueilli Eva à son domicile aurait été subitement pris d'une haine chevillée au corps pour planifier cet assassinat? On ne devient pas assassin en un jour ou en quelques heures. Jérémy était perdu et il n'avait jamais fait de mal à personne. Jérémy est finalement reconnu coupable d'assassinat. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Et je vous fais remarquer que 20 ans, c'est la peine maximale encourue pour un mineur devant une cour d'assises. Jérémy bénéficie en quelque sorte d'une excuse de minorité. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. De son récit. Maître Étienne Bouchard-Essart, vous étiez dans ce dossier l'avocat de la famille d'Eva, c'est-à-dire de ses parents, de ses sœurs et je crois de l'un de ses grands-pères. Je voudrais qu'on commence peut-être par un commentaire sur la peine. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse qu'il s'agit d'une peine de mineur appliquée à un majeur? Oui, sans doute. Disons que, au regard de l'âge de Jérémy et de son casier judiciaire malgré tout néant, c'est une peine s'agissant de ce type de fait pour une première comparution devant une cour qui paraît cohérente. Vos clients, ils intègrent ça? Je crois pas. Non, absolument pas. Vous savez, bien que très digne à l'audience et durant les débats et durant tout le temps de l'instruction d'ailleurs, il est toujours très très difficile d'expliquer à ses clients qui viennent de perdre un être cher que l'assassin de leur fille recouvrira un jour la liberté. On tente d'expliquer le fonctionnement de la justice, la notion même de peine, mais c'est très difficile à entendre. Est-ce qu'on ne prend pas aussi en compte dans ce verdict l'espèce de fatras psychologique dans lequel se trouvait Jérémy au moment de cet assassinat? Le décorum avait été posé, on sait quel est le contexte de survenance des faits,
Mais bon, si effectivement la détresse psychologique et celle de ce garçon a été mise en exergue, je ne crois pas non plus que ce soit véritablement le point de bascule dans la décision des jurés. Je pense véritablement que la peine qui lui a été infligée est cohérente au regard de son jeune âge et de son casier judiciaire néant. Vous me suivez dans la décision de ne pas donner le nom de Jérémy ? Je souscris à votre sagesse, monsieur Ondelat. Alors, j'ai pas mal lu la presse de l'époque, on a beaucoup insisté dans cette affaire sur le caractère 2.0 de ce crime, sur le fait qu'il ait été commis entre gamers, qu'ils se soient rencontrés en virtuel. Est-ce que ça a vraiment tant d'importance que ça ? Selon moi, non. Même si effectivement c'est dans ce contexte-là que vous avez parfaitement décrit que les protagonistes, et ils sont plusieurs, il est vrai, se rencontrent, mais c'est le démarrage de l'histoire. Ça n'est en aucun cas, selon moi, un des paramètres à prendre inévitablement en compte pour circonscrire les tenants et les aboutissants de cette affaire. Oui, on sait dans quel contexte ces jeunes gens se rencontrent, mais pour moi, il est sans effet sur la suite des événements. Oui, c'est ça, ils auraient pu très bien se rencontrer dans une boîte de nuit avec le même résultat. Oui, on est d'accord, on est d'accord. C'est marrant cette tentation, lorsque on a affaire à une forme de modernité, de devoir la présenter comme un mal. La modernité est mal, et donc elle crée du malheur. Oui, et puis l'amalgame est rapidement fait entre la violence présumée ou présupposée des jeux vidéo et l'acte homicide. Donc le raccourci est facile, il nourrit la presse, il nourrit les éléments de langage, et le raccourci est assez simple en réalité, mais ça n'est pas selon moi le paramètre déterminant pour comprendre la réalité des faits de ce dossier. Le moteur de ce crime, il est tout simplement passionnel. C'est ce qu'on appelle un crime passionnel. Ça n'est pas reconnu en droit en France. Mais que dit Jérémy au procès sur la passion amoureuse qu'il avait pour Vincent ? Est-ce qu'il assume ça ? Non, il ne l'assume pas du tout, pour ne pas dire jamais. Il y a effectivement une dimension passionnelle dans ce dossier, mais qui est en cela assez surprenante, qu'elle se noue entre trois personnes. Les experts d'ailleurs font état de cette relation triangulaire et de la figure d'étayage que représente Vincent pour Jérémy. Mais oui, on est aux confins du passionnel. Bien que Jérémy ne reconnaisse jamais avoir eu une attirance pour Vincent. Quand vous parlez de figure d'étayage de Vincent, il est un peu plus vieux. Au moment des faits, il a 21 ans. Ça veut dire que Jérémy, qui est un peu en vrac dans sa tête, s'accroche à Vincent parce qu'il est amoureux de lui, mais aussi parce que c'est un point d'accroche dans sa vie, quoi. Oui, c'est son confident. Il a trouvé en Vincent la personne auprès de laquelle se confier suite aux événements douloureux familiaux que vous avez rappelés. Il a trouvé dans Vincent une figure d'étayage, une figure sur laquelle il s'appuie dans la vie de tous les jours et à laquelle il se raccroche éperdument. Et c'est quand il sent le glissement qui est en train de s'opérer et l'éloignement qui s'opère du fait de la relation qui démarre entre Vincent et Eva, que les choses dégénèrent et se compliquent, en tout cas du point de vue de Jérémy. Vincent vient témoigner au procès, je ne l'ai pas raconté. Sa position n'est pas facile, parce que est-ce qu'il porte un sentiment de culpabilité dans cette affaire ? Oui, il est totalement accablé par ce qu'il a vécu, puisqu'il a été le témoin auriculaire d'un assassinat. Il l'a vécu en direct. Et lorsque nous rendons à la cour d'assises l'an dernier, nous sommes un peu plus de 4 ans après les faits, nous avons vu arriver à la barre un jeune homme totalement éprouvé et accablé par la situation. Son récit a été très difficile, très marqué par les temps de silence. Et ça a été un témoignage clé, bien sûr, puisqu'il est la clé de voûte de ce dossier. Et ça a été un événement marquant du procès, en plus, bien sûr, de la discussion qu'il y a eu sur les expertises. Parce qu'au fond, c'est le fait, d'abord, que Jérémy ait été peut-être amoureux de lui et que lui n'ait pas voulu donner suite et qu'il soit avec Eva, qui était la précédente petite amie de Jérémy, qui a déclenché. Mais c'est aussi le fait que Jérémy lui dise: mais t'es fou, dans ces fameux messages retrouvés sur Internet. Mais t'es fou, lâche-moi les baskets, tu me saoules. C'est ça qui déclenche le crime. Oui.
C'est ça qui déclenche le crime. Et d'ailleurs, Jérémy a cette expression. Il dit « Tu ne sais pas ce qu'il vient de se produire. Ce que tu viens de me dire vient de déclencher chez moi. » Il lui dit « Unleash the Kraken ». Alors c'est une expression usitée par les gamers, je crois, de manière générale, et qui fait référence à une figure mythique ou mythologique, le dénommé Kraken, qui illustre une colère froide et dévastatrice, capable d'emporter tout sur son passage. Céline Lebras, qui est derrière la vitre et qui est une gameuse, confirme qu'elle connaît Kraken. Alors, les expertises, il faut qu'on en dise un mot sur ces expertises en accident. Oui. On est d'accord qu'elles n'ont pas pesé au procès. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire que ce dossier aurait pu basculer, effectivement, à l'issue des premières opérations d'expertise. Et je me permets de préciser une chose. C'est vraiment le travail des avocats des parties civiles, puisque nous étions deux à assister la famille d'Eva, Arnaud Dupin et moi-même dans cette affaire. C'est vraiment le travail des parties civiles par l'intermédiaire de leurs avocats qui a permis de, je dirais, récupérer le dossier qui était en train d'échapper à l'accusation. Parce que nous avons... Parce que c'est vous qui demandez la contre-expertise. Nous la demandons et sur la base d'une contre-enquête, une véritable contre-enquête qu'on a mise en œuvre avec essai voiture, avec prise de mesure, avec captation de vidéo, pour suggérer à la juge que les énonciations du premier expert étaient erronées et que nos constatations, réalisées sur la base des constatations initiales des enquêteurs bien sûr, ne correspondaient pas à la réalité des conclusions que nous présentait le premier expert. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes venus auprès de la juge d'instruction, que nous lui avons soumis nos éléments, soumis notre analyse, sur la base d'un travail assez concret et assez inédit, je vous le cache pas, s'agissant d'avocats, parce qu'on s'est rendu sur place. Oui, je comprends. Et oui. Oui, on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, les avocats vont sur place. En France, pas trop. Vous avez fait une forme d'enquête parallèle. On s'est rendu sur place. On a dit le premier rapport, il tient pas. Donc, il va falloir ordonner un second rapport. Et c'est la chambre de l'instruction, finalement, qui a fait droit à notre demande. Mais c'est vertigineux, ça. Parce que, bon, des rapports divergents d'experts psychiatres, on en voit très souvent. La psychiatrie est une science molle. Mais nom de Dieu, l'accidentologie, c'est réputé être une science dure. Et là, on a 2 rapports d'experts divergents. Oui, le second rapport, je dirais... le premier était venu fracasser l'accusation. Oui. Le second vient rétablir, je crois, la vérité de ce dossier. Il le fait de manière assez catégorique, sans vouloir préserver le premier expert. D'aucuns diraient que si les seconds experts, ils étaient 2, c'était des experts de la gendarmerie nationale. Si les seconds experts avaient voulu dire que le travail du premier était totalement à côté de la plaque, vous me passerez l'expression, ils ne s'y seraient pas pris autrement. Ils retiennent une vitesse du véhicule au moment du choc comprise entre 47 et 54 km/h. C'est-à-dire la moitié de ce qu'avait évalué le premier expert. C'est-à-dire la moitié. C'est dingue. C'est dingue parce que il n'y aurait pas eu la deuxième expertise. Jérémy est acquitté. Et avant ça, il est sans doute libéré. Mmh. Si l'instruction se poursuit sur le chef d'infraction criminelle d'assassinat, il y a de fortes chances, effectivement, si nous n'avons pas cette réactivité, nous, du côté des parties civiles, et que nous ne formulons pas de demande de contre-expertise, il y a de fortes chances qu'à terme, ce dossier soit requalifié et correctionnalisé en banal, si je puis dire, accident de la circulation, donc en homicide involontaire. Parce que c'est très important ce dont on parle là, parce que l'expert, alors notamment les experts techniques, balisticiens, là on a des experts en accidentologie, etc. L'expert, c'est Dieu. Il dit la vérité. On ne peut pas douter une seconde qu'il se trompe à ce point-là, sur la vitesse, sur l'opportunité qu'il y a eu ou pas pour le conducteur de frapper ou de ne pas frapper la victime.